Merci. D'accord, merci beaucoup, honorable. Juste avant de rentrer, vous êtes à l'Assemblée nationale, effectivement, et vous êtes à la tête de beaucoup d'organisations. Mais juste avant qu'on ne rentre dans ces organisations, il y a une question brûlante que je voulais vous poser très rapidement. Et après ça, maintenant, on va parler des autres, des autres attributs que vous avez. On a entendu dernièrement que le général Gamou, on a appris dernièrement dans la presse en ligne qu'il est contre l'État du Mali et qu'il est rentré en rébellion. C'est ce que certains disent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si vous l'avez entendu, qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Peut-on savoir? Bon, vous savez, par rapport à la question concernant le général Gamou, généralement et par principe, je ne m'exprime pas sur les questions qui relèvent de la rumeur. Je m'exprime par rapport à ce que je vois les actes posés, je les analyse et je les interprète. Sinon, officiellement, en aucun moment, je n'ai pas entendu mon pays, les autorités de mon pays, dire que Al-Haji Gamou est dans une telle position. Et en aucun moment, je n'ai pas entendu Al-Haji Gamou lui-même proférer des menaces contre le Mali ou dans quelque situation que ce soit. Maintenant, il y a une situation qui est arrivée qui n'est pas tout à fait jolie, effectivement, elle relève de l'incohérence. Elle relève de l'incohérence, mais il faut l'analyser, il faut l'examiner pour comprendre ça vient de quoi exactement. Mais je suis convaincu jusqu'à preuve du contraire que cette affaire d'El-Haji, les gens lui donnent un grand écho en réalité qui n'en vaut pas, elle n'est pas arrivée à ce stade-là. Permettez-moi de faire, vous savez, quand on parle, vous avez banalisé cette question du général El-Haji alors qu'elle est quelque part un peu centrale. Elle a beaucoup de transversalité avec ce qui se passe, avec l'accord, le CSP, la CEMA et tout ça. Là. Donc je crois que ça fait même déjà une transition pour l'entrer dans cette question. On ne peut pas aborder ces questions sans rappeler un peu le contexte d'avant cette transition comparé au contexte d'actuellement. Vous savez, après les indépendances, tous les présidents qui se sont succédés, c'était des moments d'une certaine paix. Les populations, de façon générale, n'ont pas vraiment joué leur rôle en tant que peuple souverain. Donc les différents chefs d'État qui se sont succédés ont été véritablement des marionnettes, des leviers au service de la puissance colonisatrice. Ils sont sous pression. De la France? De la France précisément, je ne mâche pas mes mots, précisément de la France et tous les schémas. Parce que la France, en plus, elle a mis beaucoup de mécanismes. Elle a mis des mécanismes aujourd'hui pour très bien dominer le Mali et tous les autres pays africains. Alors, pendant qu'elle a mis ces mécanismes en place, le peuple qui est censé être détenteur de la souveraineté nationale des États est resté muet et silencieux. Alors, les différents chefs d'État qui se sont succédés pendant ce temps sont devenus aussi des chefs d'État fragiles à la sorte de la France qui les fait croire, avec preuve à l'appui, que c'est nous qui vous maintenons dans ce fauteuil. La preuve, c'est que par le passé, chaque fois qu'il y a une élection, vous entendez les populations, chacun vous dit non, non, qui est le candidat de la France? C'est sûr qu'au Mali, c'est celui que la France soutient qui va passer. C'est d'office, quoi. Mais comme aujourd'hui, les Maliens à l'époque, que ce soit sous Modibo, que ce soit sous Moussa, que ce soit sous Alpha, ATT et tous les autres qui ont suivi, Ibeka, le peuple est resté silencieux. Il n'a jamais réclamé sérieusement, jusqu'au prix de sa vie depuis le 26 mars, il n'a pas sérieusement réclamé sa souveraineté. Et ça, la France en a beaucoup profité. Elle a divisé. Il y a eu beaucoup d'incohérences. Elle a divisé les politiques, elle a divisé les sociétés civiles, elle a divisé l'armée et elle a développé beaucoup de comportements que les Mali, les autorités d'antan étaient obligées d'adopter par désespoir. Le premier comportement qui relève aussi de l'incohérence, c'est quoi? Qui est lié aux accords. Lorsque aujourd'hui il y a un conflit qui éclate au Mali, parce que vous savez, toutes ces rébellions-là, elles ont un fond justifiable. Et que c'est justifié même pour Kaï, pas seulement pour Kidal ni Gao. La mauvaise gouvernance, c'est la gestion. Chacun a choisi sa méthode de réclamer une meilleure gouvernance. Malheureusement, d'autres ont choisi la méthode extrême, c'est les armes. Et ils ne sont pas seuls, ils ont été poussés à ça, ils ont été manipulés à ça. Bon, ça a permis quand même à un moment donné de contribuer avec les mouvements démocratiques à amener ATT, paix à son âme, et l'espoir est né que les choses vont partir sur les bons pieds. Mais malheureusement, ATT, paix à son âme, et même Alpha, quand il est arrivé, il ne pouvait rien faire parce que le principal acteur était endormi. C'est le peuple.
Il est endormi, il est divisé dans ses partis politiques, dans son leadership, dans sa société civile. Donc en réalité, tous les chefs d'État qu'on avait mis par le passé, je ne suis pas en train de les dédouaner. Ils n'ont pas correctement joué leur rôle parce qu'il leur a manqué de courage. Ils n'ont pas pris leur peuple comme complice et ils n'ont pas pensé au fait que leur principal allié, c'est la population. Ils n'ont pas pensé au fait que c'est le peuple qui doit servir d'abord. Donc, ils ont manqué, ces dirigeants ont manqué de courage. Ont manqué de dire à la France, bon, écoutez, nous sommes présidents des Maliens et non présidents et non des ambassadeurs de la France. Ils n'ont pas eu ce courage. Et la France en a beaucoup profité pour très bien les asseoir dans la chaise qu'elle veut et leur mettre tous les jours les pressions parce que la France a créé beaucoup d'opposition. Tous les chefs des partis politiques prennent leurs leçons à la France. Tout le monde court vers la France pour être même souvent député au Mali. Ça, malheureusement, notre pays en a souffert. Et qu'est-ce qui a été la conséquence grave? La conséquence grave, c'est que quand il y a un conflit, notre gouvernement, nos gouvernements des époques, dans le désespoir de faire face à des conflits, ont encouragé l'armement des populations. Parce que la France a tout censuré. Tu ne peux pas acheter une cartouche, tu ne peux pas acheter une bonne arme, tu ne peux pas acheter un avion. Ils sont en train de détruire, à travers les mauvais fils du pays qui sont là, l'arsenal hérité de la coopération russe. Ils ont tout détruit, les pays à genoux. Alors, dans le désespoir total, ils ont, à travers des Maliens, dont je préfère taire les noms, je n'ai pas besoin de citer le nom de quelqu'un, ont encouragé l'armement des communautés, d'où la création des milices, pour dire que c'est une alternative pour suppléer à l'armée nationale. Ça, c'est des actions qu'on mène dans le désespoir. Vous pensez à qui, en ce moment-là exactement, lorsque vous parlez de certains Maliens qui ont quand même par exemple, les milices arabes et les milices touareg qui ont été créées dans le nord pour être une solution à la rébellion touareg, les milices touareg qui ont été créées, ça c'est l'une des plus grosses erreurs que notre État a connues. Mais moi je le comprends. À l'époque, nos gouvernements étaient dans le désespoir total. La politique française qu'elle a gérée avec les fils du pays qui ont censé sauver le pays n'a pas été capable de s'imposer pour dire à la France, écoutez, nous allons dans le bilatéralisme, nous allons chercher des armes avec les Chinois, avec les Russes, avec les diables, parce qu'un État qui n'a pas une défense n'existe pas. Mais ils ont préféré exploiter les raccourcis que la politique française leur donne pour mettre les pays sous domination. Et pendant ce temps, ça c'est l'une des incohérences. Dire que armer les populations, armer les milices, c'est une solution pour sécuriser son pays, c'est une erreur. La sécurisation d'un pays passe par une politique d'abord d'armement moral de ces hommes, de recrutement massif, d'achat de matériel aérien. Est-ce que développer l'armée de l'air, l'armée de terre, équiper, payer des engins, donner le moral aux troupes, recruter massivement les fils du pays. C'est par cela que ça commence la force et c'est par là que ça commence le sérieux. Mais les raccourcis qui se sont passés pendant des décennies, ça relève de la politique de la France pour mettre tous les Maliens au chaos, pour mettre même l'Afrique au chaos. Parce que, regardez, vous savez, la France, en réalité, les gens pensent qu'ils sont trop politiques, trop développés. Les choses sont terre à terre. Quand vous avez suivi Macron à Ouagadougou, dire que l'Afrique aujourd'hui, avec 9 enfants, il a même insulté les Africains, tout le monde a écouté, non? Mais il faut tirer la leçon de tout ça. Ça veut dire quoi? Vous faites 9 enfants, donc il faut maintenant qu'on engage une politique pour que sur les 9, il y a au moins 7 qui meurent. Parce qu'on n'a pas besoin d'une Afrique peuplée, on a besoin d'une Afrique sans population. Alors, pour que les gens se meurent, soit vous amenez des épidémies, soit vous amenez des armes. Donc, il est temps aujourd'hui que les gens se réveillent et comprennent cette politique. Mais vous n'avez jamais fait partie d'une organisation qui a pris les armes contre le pays? Moi, j'ai été dans une rébellion, avec des revendications politiques, une rébellion qui m'a été imposée. Et je l'ai assumée. Quand elle m'a été imposée, parce que je suis une notabilité. Moi, que vous voyez, je représente plus de 50 fractions. Vous êtes le président du Conseil supérieur de Kel Razaf Chérifène. Et allié. Exactement. CS Carré. Ouais. Exactement. Donc, au nom de cette communauté, le pays était divisé. Sinon, avant, j'étais dans l'humanitaire. Mon pays est divisé jusqu'à Douanza. Ma communauté est déjà de l'autre côté. 80% sont réfugiés à Burkina ou à Mauritanie. Mais je suis interpellé. J'ai rejoint la rébellion lorsque tout le Mali est divisé. Et j'ai rejoint la rébellion dans l'objectif de jouer ma partition. Comprendre ce qui se passe et jouer ma partition pour sauver mon pays dans cette rébellion. Et c'est ce rôle que j'ai joué depuis Gao, depuis Ouagadougou jusqu'à Alger, jusqu'à ce que nous avons ramené l'accord, malgré que cette même France et bien d'autres voulaient que ce ne soit pas nous qui le signons. Mais qui vous a imposé cette entrée en rébellion?
cette entrée en rébellion qui voulait... C'est une très bonne question. Parce qu'il faut remonter l'histoire. À l'époque, quand j'ai parlé de l'endormissement des peuples africains, c'est de ça que la Libye a été victime. Qui ne connaît pas les grands panafricanistes Kadhafi? Qui ne connaît pas le généreux? Notre gouvernement est logé par Kadhafi. Les hôtels, les routes, la télévision que nous avons au Mali, c'est Kadhafi qui l'a donnée. Et heureusement, le jour où je suis sorti du Mali, je me suis rendu compte qu'il en a fait plus même dans plusieurs pays africains. Et ce même homme généreux, ce grand panafricaniste, qui a de l'électricité, de l'eau, de l'école, de la santé gratuitement pour toute sa population. Et sa population représente les 30% de toutes les populations qui sont venues chez lui là-bas. Je ne dis pas que dans tout ce qu'il a fait est positif, parce qu'il faut reconnaître qu'une partie aussi des rébellions, mais tout ça, j'ai dit, c'est à cause de notre mauvaise gouvernance dans nos pays. C'est là extrêmement important. Je ne dédouane pas, mais il faut avoir la bonne lecture des choses. Alors, les Africains n'ont pas su comprendre que Sarkozy à l'époque et la politique française, en voulant détruire Kadhafi, veulent tout simplement détruire l'Afrique. Parce qu'il est devenu l'espoir pour le réveil des Africains. Alors malheureusement, Père son âme a été qui a eu le courage pour dire qu'il ne peut pas s'engager dans un truc comme ça, connaissant ce que Kadhafi est en train de faire pour l'Afrique. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté, mais l'histoire lui donne raison. Donc, si la Libye, si Sarkozy, si la France n'avaient pas trompé, menacé ses chefs d'État à l'époque, qui n'avaient pas tout de suite le soutien de leurs peuples qui ont endormi. Parce que les grands défauts de nos peuples, c'est quoi? On peut supporter la corruption, on peut supporter les épidémies, on peut supporter la faim, on peut supporter la misère, tout le reste, le peuple, ce n'est pas son problème. Alors maintenant, peut-être il fallait ça que l'Afrique soit sauvée, c'est lorsque maintenant la France a amené sa nouvelle politique de réduire nos enfants qu'ils ont évalués à 9 là, à 3 peut-être 2 par famille pour avoir une Afrique sans population. C'est peut-être là maintenant que quand la mort est vue partout, la désolation, l'horreur, les champs sont brûlés, les grenades sont brûlés, il y a eu Ogosago, il y a eu ceci, il y a eu Burkina, il y a eu Ayourou. Songo dernièrement. Songo et dernièrement. C'est quand maintenant la population a commencé à mourir dans sa chair, les sangs partout, on n'est plus dans nos champs, on n'est plus dans nos cultures, on n'a plus de terroir. Et là, la mort partout, c'est là que les gens se sont rendus compte que, mais écoute, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et voilà maintenant, la donne a changé. Et je vais vous dire une chose. Il faut saluer vraiment la loyauté de nos militaires depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, l'armée se caractérise par ce qu'on appelle la grande miette. Par principe, l'armée est soumise aux politiques, à l'autorité politique. Bien sûr. Ces militaires, tellement loyaux et disciplinés, ils voient les politiques vilipender les armes dont nous disposons. Certaines même opérationnelles ont été brûlées. Ils voient chaque année, l'État ne fait aucun effort pour armer sérieusement l'armée, pour acheter du matériel aérien, pour payer des Berdem et des Beldem et tout le reste. Il faudrait tout ça, ils ont supporté. Ils se sont vus eux-mêmes aller au front dans des conditions qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Mais ils ont accepté l'ordre des politiques de l'époque verrée, parce que l'armée doit être sous l'ordre des politiques. Ils sont morts de toutes les manières et de toutes les façons. Ils avaient des orphelins, il y a eu tout. Ils ont supporté cela. Mais malgré tout, hein, ils n'ont jamais pensé à se lever seul en tant qu'armée pour faire entendre les bruits des boîtes de rangesses pour chasser le pouvoir en place. Il a fallu cet acteur-là qui a dormi pendant des années. Le peuple, quand il y a eu le sang partout, les cadres, les hommes intelligents du Mali, ceux qui réfléchissent avec intégrité et en toute indépendance, ils se sont réveillés pour dire, bon, au nom du peuple, nous en avons ras-le-bol. Ces coopérations bidons qui continuent à ne rien faire pour que l'hémorragie, pour que les sang maliens arrêtent de couler, nous en avons ras-le-bol. Nous avons supporté les épidémies, les misères, les famines, les vols de nos ressources. Nous avons supporté tout ça. Alors maintenant, c'est la mort. Non, c'est fini, ça c'est le chaos. On ne supporte plus en tant que peuple. Et même ça, la France n'a pas fini de jouer. Parce que lorsqu'on a chassé un premier ministre, ils ont activé CEDEAO, lobby, médiation. On nous amène un deuxième, Boubou Cissé. Donc ils ont réussi à tromper encore, parce qu'on nous amène un autre Français, Boubou Cissé. Après Soumaïlou Boubé. Oui. Je viens, s'il te plaît, je viens. Je termine là-dessus. Oui. Oui, juste avant qu'on ne continue sur ce point, parce que ce point, on va y arriver. Mais
Pendant que vous étiez dans la rébellion, vous avez été financé par qui? Pour ce qui me concerne, Oui. moi je n'ai jamais été financé par personne. J'ai pu, par la grâce de Dieu, organiser sur la base de mes valeurs intrinsèques et sur la base de ma légitimité que j'ai de par ma communauté, qui a aussi obtenu des armes avec ses chameaux, avec ses vaches, avec tout le reste, pour les organiser et les mettre sur le chemin du Sali, qui est celui du Mali et de la République et de l'unité nationale. Par contre, ceux qui sont arrivés de la Libye, effectivement, ils ont eu le cutus et l'accord de la France de vider tous les magasins dont ils ont la responsabilité là-bas, trahir Kadhafi et de venir en échange il y aura la Zawad. Hamad Mahmoud, l'ancien ministre chargé des relations extérieures de Yémen, l'a dit, oh, il l'a pas caché. Il dit, la France nous a dit, abandonnez Kadhafi, on vous ouvre un couloir, allez-y pour récupérer la Zawad, on vous donne l'indépendance. Hamad Mahmoud l'a dit, il est vivant, il a une option, il ne cache pas ses mots. Alors lorsque nous avons compris que le complot était clair, nous en tant que républicains convaincus, nous n'avons pas peur de nous inscrire dans cette turbulence pour sauver ce qui peut être sauvé. C'est comme ça que nous nous sommes Donc inscrits. c'est comme ça que cette histoire d'Azawad est venue. Exactement. C'était vraiment un marché de dupes et c'est la France qui l'a piloté depuis le début pour détruire Kadhafi, pour détruire les Libyens qu'elle a divisés en 1000 morceaux. Aujourd'hui, elle nous parle d'un tas de choses alors que les conséquences graves, elle répondra devant l'histoire. Et s'il y a justice dans ce monde, Sarkozy et tous ceux qui ont travaillé avec lui doivent répondre devant une justice. S'ils ne répondent pas devant cette justice, ils répondront devant la justice de Dieu, parce qu'elle est inévitable. Oui, mais vous ne craignez pas des représailles aujourd'hui? Les représailles, pourquoi? Est-ce qu'il y a plus de représailles que ce que nous vivons? Mais j'ai l'habitude de dire, les Ivoiriens ont un adage qui dit que Cabri-Moir n'a pas peur de mourir. Il y a plus de représailles que... Vous pensez que s'il n'y a pas eu ce renversement de régime, aujourd'hui on aurait une lueur d'espoir pour dire qu'on va récupérer notre pays? Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Même l'Union européenne que vous voyez, même les Américains sont en train de regretter d'être entraînés par Sarkozy et la France dans cette affaire de Libye. Personne n'en a tiré le grand profit. Tout le monde a... Donc, ce qui s'est passé par le passé, aujourd'hui, ça ne peut plus revenir. Ça ne peut plus revenir. Donc, je continue un peu cette histoire. Boubou Sissi. Donc, on en était là-bas. Alors, ils ont encore triché pour que Boubou Sissi revienne. Boubou Sissi s'est investi, il s'est mis à 4 pieds pour aider la France et faire revenir les anciennes pratiques. Encore le peuple a dit niet. Et pourtant, jusqu'ici, la grande miette n'a pas pipé un mot. Ils ont observé dans la souffrance, dans la douleur. Mais les gens qui nous regardent, ils vont nous dire, est-ce que vous avez des preuves que c'est la France qui a amené Boubou Sissi? Parce que c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui l'a nommé. Écoutez, j'ai été un acteur de ce mouvement de protestation. J'ai participé à des réunions, j'ai participé à des lobbies et des huis clos avec des messages de personnes dignes de confiance que la France dit c'est Boubou Sissi ou rien. On n'a pas besoin de... Et c'est arrivé comme ça. Et malheureusement, ce n'est pas le peuple qui le met. C'est Ibeka qui a là le couteau à la gorge. Il n'avait pas le choix. Il a imposé Boubou. Boubou est venu, il a voulu aller dans le sens contraire. Il n'a pas rassemblé les Maliens. Et le peuple a continué encore son front pour dire le Mali c'est pour nous. Et l'armée est là, elle n'a rien dit. Elle attend, elle suit la voix du peuple. Il a fallu maintenant qu'on en arrive là où on a compris qu'on ne peut plus continuer. Le peuple a compris qu'on ne peut plus continuer avec Ibeka. Malheureusement, quel que soit ce qu'il veut faire, il ne peut pas. Il est dans le trou de la France et dans le trou de tous les ennemis du Mali. Le peuple était presque, le pays était presque à 100. C'est là que notre grande miette, l'armée, dont la mission est la préservation de l'intégrité de notre pays, la préservation du Mali et de sa souveraineté. À ce niveau, ils sont interpellés en tant que fils du pays à mettre de l'ordre. Ils sont arrivés le 18 avec un terme parachever la lutte. Donc les choses sont claires. Donc maintenant, ce contexte-là, malheureusement, c'est ce que la France n'arrive pas à comprendre. La France n'arrive pas à comprendre que cette transition est la résultante d'un ras-le-bol de la population malienne et même de la population africaine. Ce n'est pas une affaire de militaires ni de colonels, non. Les militaires et les colonels ont répondu au désespoir du peuple et de la nation. Ils ont répondu au désespoir de leur propre famille. Ils ont vu. Vous savez, quand vous prenez Assimi Goïta, notre président, et tous les autres. Mais ces gens-là, moi je les ai vus au front. C'est des grands soldats auxquels on ne peut pas dire ce qui s'est passé. On leur a demandé d'affronter l'ennemi dans
dans des situations que tu ne peux même pas imaginer. Ils ont vécu toute la déliquescence de leur armée. Ils ont vécu toutes les mauvaises décisions de nos politiques à l'époque. Ils les ont subies de nos diplomaties. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ils vont venir et ils vont s'amuser? Ils ont la chance de trouver que le peuple est déjà mûr. Arrêtez, ce n'est pas eux qui portent la lutte. Hein. Aujourd'hui, je conseille à un quelconque militaire d'aller dans le sens autre que celui du peuple. Je ne lui conseille pas ça. Ça risque de grève. Aujourd'hui, c'est le peuple souverain du Mali qui a pris son destin. Mais peut-être que il faut donner le temps aux militaires et à ceux qui nous gouvernent, parce qu'ils sont dans une certaine pédagogie. Il y a un adage qui dit que une marmite qui a l'habitude de mal cuire, là, elle va toujours mal cuire. Donc notre marmite dans ce cas, c'est le Mali. Et ses dirigeants, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au changement. Donc il faut leur donner le temps de croire à ça. D'accord, mais depuis le départ, vous parlez de la France, de la France, de la France. Alors visiblement aujourd'hui, ça ne va pas avec la France, n'est-ce pas? Ça ne va pas du tout avec la France. Au fond de vous, vous pouvez me dire, vous en voulez beaucoup à la France, visiblement. Bon, je vais vous dire une chose. Hein. Si vous me demandez d'estimer quel pourcentage représente la France dans nos problèmes, je vous dirais 99,99%. Vous expliquer? Non, j'ai déjà expliqué, je ne reviens pas là-dessus. Mais ce que je vais vous dire, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les gens se comprennent que ce n'est pas une affaire de militaires. C'est le peuple qui a décidé de prendre son destin. Et que Macron et tous les Français, je crois, doivent respecter la volonté du peuple. Et que Macron change de posture avec des thèmes du genre, nous voulons la clarification de ceci. Nous voulons ceci. Que Macron comprenne qu'il ne veut rien demander ici. Qu'il respecte ce peuple. Et qu'il rentre par la porte qu'on lui a donnée et chercher un accord ou un contrat au Mali s'il en a besoin. D'accord. Dernièrement, le président français devait venir, Emmanuel Macron, il devait venir dernièrement. Finalement, il l'a reporté. Bon, disons, s'inédit, parce qu'on ne sait plus si ça va se faire même un jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, après nous avons eu assez d'informations pour comprendre ce qui s'est passé. Permettez-moi d'abord au passage de remercier. J'invite un autre et puis venir ici nous sortir des conférences de presse bidon avec les mensonges et la propagande habituelle avec laquelle ils sont habités à endormir les gens. Mais nous, le problème, c'est que la France ne comprend pas que nous, aujourd'hui, les Maliens, là, ces complots et ces manigances, on les voit à 200 km avant qu'elles n'arrivent. On est déjà prêts. Il faut que la France comprenne ça et qu'aujourd'hui, si elle veut vraiment. Parce que vous savez, la France, c'est un pays qui n'a pas de ressources. Hein. La France n'a pas de ressources. N'a rien du tout. Tout ce qu'ils ont là-bas, dont ils se glorifient, c'est parti de là. Mais nous, on ne donne plus. Avant, les gens se disent, le peuple est endormi. Il accepte de souffrir la corruption, la misère, le manque d'eau, le manque de nourriture, la maladie, les appendix. Maintenant que vous venez avec votre projet de mort, de tuer la population, non, là, c'est fini. Aujourd'hui, chez nous, c'est la paix. Tu es avec nous, on doit être en paix. On n'est pas en paix, tu dégages. Ça se règle entre nous. Est-ce que donc, quand j'ai parlé un peu au moment des milices, c'est regrettable. Et malheureusement, certains pays pensent que c'était des bonnes pratiques, des leçons. Le Burkina est tombé là-dedans. Ils ont armé des populations, les gens sont en train de mourir comme des mouches. C'est ce que la France cherche. Et qui a armé? Des populations qui se sont organisées comme vigiles. Qui? Oui. Ah, donc l'État burkinabé. Soit ils les ont armés, c'est le même mécanisme. Tantôt l'État donne par désespoir. Tantôt eux-mêmes, ils achètent leurs armes pour faire de l'autodéfense. Et je vois malheureusement le Niger tomber là-dedans. Et ça, c'est vraiment la politique de la France, c'est de créer deux fronts. Des fronts de l'affaire Hutu, Tutsi, au Rwanda, tout ça, là, pour faire le grand carnage. Aujourd'hui, nos États sont interpellés à mettre fin à cette affaire des milices-là, développer une coopération strictement de défense, de renforcement des capacités militaires et de montée en puissance de nos armées, avec les États sérieux qui nous respectent. C'est ça la politique. La Russie, vous pensez la Russie, la Turquie, même les États-Unis n'empêchent pas qu'on coopère. Hein. Vous savez, même les États-Unis ne sont pas contre un bilatéralisme avec le Mali. Mais il y a un schéma qui est là. L'Union européenne n'est pas sûre que ce schéma peut être détruit. Les fameux précarés français. Là. Mais chez nous, c'est fini, c'est une longue histoire. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que non, dans 6 mois, les anciennes habitudes vont revenir, dans 1 an, dans 2 ans. Non, c'est fini. Pour les Mali, Inch'Allah, c'est parti pour de bon. Donc, les États-Unis, les Européens, les Turcs, les Russes, tout l'avenir du Mali dépend des Maliens. Ce qu'on aura choisi pour nous-mêmes et imposé pour nous-mêmes qui va être adopté par les autres. Mais tant qu'on est une girouette là, un État avec des dirigeants girouettes, on vous tourne dans tous les sens,
aucune autre puissance ne vous respectera. Parce que vous savez, les peuples sont protégés par des textes. Kadhafi, ils ont pu le détruire facilement parce que son peuple n'est pas des fous. Ils ont pu mettre son peuple, une partie de son peuple contre lui. Le Mali aujourd'hui, qui est fou de dire aux gens là de marcher dans la rue contre la transition? Personne. Personne ne peut sortir aujourd'hui 200 personnes contre la transition. Je l'ai dit haut et fort. Parce qu'aujourd'hui, même certains responsables politiques que je respecte aujourd'hui savent, au fond d'eux aujourd'hui, que la transition est en train de faire du bon travail. Et la transition est convaincue qu'elle n'a pas venu pour s'éterniser. Mais il y a des décisions courageuses qu'on ne peut régler qu'en transition. Il y a des réformes qu'on ne peut faire qu'en transition. Sinon, tous ces leaders politiques, les partis politiques, je vous assure, il y en a que je connais, qui sont très républicains, qui sont très nationalistes, mais ils sont encore dans la confusion. Est-ce que vraiment on est libéré de la France? Donc ils regardent de l'autre côté. Comment ça se passe avec la France? Ils n'arrivent pas à revenir définitivement au bercail. Est-ce que tu vois? C'est ça le problème. Et c'est pourquoi j'ai dit il faut donner le temps à la transition et aux militaires de mettre en œuvre sa pédagogie. Sa pédagogie, que les gens comprennent qu'effectivement on est en train de changer. Comme on dit l'insécurité, c'est vous savez, il y a une grande victoire, il y a une grande victoire. L'insécurité n'est pas comme avant. Hein. C'est pas comme avant aujourd'hui. Mais ça va se régler. Aujourd'hui, je suis convaincu que la question du vol des greniers, la question du vol de bétail aujourd'hui, c'est seulement un dispositif aérien qui va régler ça. Je suis sûr et certain que lorsque notre armée va arriver à un niveau de préparation, ou dès que quelqu'un l'appelle pour lui dire que les djihadistes, ou comment ils les appellent, ils sont partis avec un troupeau de 100 bétail, il y a un hélicoptère qui vient tout de suite à l'instant T, les gens sont arrêtés, canardés, dispersés, le bétail est tourné, je vous assure que le bétail aura la paix. Et lorsque le gouvernement, qui est déjà engagé dans ce processus par le désespoir du fait que le désarmement de l'accord n'est pas en train d'avancer, il y a une grande initiative qui est en cours pour réduire. Oui, avant de rentrer dans l'accord, on va bientôt parler de l'accord. Mais quel progrès vous avez vu aujourd'hui en matière de sécurité? D'abord, aujourd'hui, nos armées sont rarement surprises dans les camps et être attaquées comme des mouches. Ça, c'était la maladie la plus grave de notre armée. Aujourd'hui, ils sont capables aujourd'hui de repousser l'ennemi dans de bonnes dispositions, de les déceler. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est les mines, les idées que les gens s'entendent, elles font des dégâts. Ou bien des gens qui s'organisent, ils choisissent un endroit où l'armée est absente, ils vont faire une connerie. Mais face à l'armée elle-même, aujourd'hui, je peux vous assurer que ceux qui nous font la guerre aujourd'hui ne sont pas dans les dispositions habituelles de surprendre nos militaires. Ça, c'est fini, ça. Et j'espère que cette puissance va s'augmenter tous les jours. Oui, on a appris dernièrement que les Russes collaborent évidemment avec l'armée malienne. Il y a 2 satellites mis à la disposition des Maliens et des radars. Vous confirmez cela? De toutes les façons, je ne donne aucun détail parce que ce n'est pas mon rôle, mais bon vent à cette coopération. Bon vent à cette coopération et moi je leur demande même de chercher d'autres. Si les Chinois veulent venir, mais ce qui est important, c'est que dans la coopération, il faut avoir des limites. Nous sommes ensemble, nous avons besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Et nous avons un temps. Nous devons finir à avoir des résultats tangibles avec des indicateurs positifs dans 6 mois. Ce n'est pas les gens France, 1000 discours, mauvaises actions, une éternité, ça ne finit jamais. On ne s'arme pas, on n'est pas puissant, toujours impuissant. Ça, on en aura les bonnes. Maintenant, c'est pourquoi le président a dit clairement à Macron, je vous reçois dans un cadre bilatéral. Alors Macron, s'il y a une mine que tu vises chez nous, tu viens. Nous sommes souverains. On va peut-être te la donner, mais contre ça, dans tel délai, et tu le fais pour l'intérêt des Maliens. C'est comme ça. C'est bilatéralisme, c'est donnant-donnant. La France, mais s'il ne veut pas, il est obligé. Ça les dérange parce qu'effectivement, ils veulent garder les précarés, les monopoles. Et aujourd'hui, le peuple a décidé de choisir prendre son destin. Et je vous assure, toutes les lois du monde, les lois du monde ne protègent pas les armées. Les lois du monde ne protègent pas l'OTAN. Elles ne protègent pas l'armée française. Elles ne protègent pas, seul dans le cadre de guerre. Les lois du monde protègent les peuples, les populations. Et le problème et le malheur de la France, c'est qu'au Mali, c'est le peuple qui dit non. C'est la population qui dit non. Et même demain, elle dira non. Elle ne peut rien contre ça. C'est ça. Parlons d'élections. Il y a des leaders politiques qui estiment qu'il faille faire les élections en février 2022. 27 février.
Pensez-vous qu'on peut tenir les élections? En réalité, les gens pensent que la transition a peur d'organiser les élections. Les acteurs qui dirigent la transition sont des personnes aujourd'hui d'une certaine crédibilité, d'une certaine honnêteté qui fait qu'on ne peut pas bâcler des choses comme ça. La transition des élections, on va y arriver, mais il faut bien les préparer. Il faut préparer les Maliens lui-même individuellement. Il faut amener les Maliens à être rassurés. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il faut réformer, comme l'a dit le président, il faut donner le temps de réformer le Malien lui-même, pour qu'il comprenne un peu. Sinon, on n'ira pas. Sinon, les 2000 francs des élections, c'est à côté. Hein. On ne va pas prendre le risque d'organiser les élections alors que l'affaire de 2000 francs, là encore, n'est pas sortie dans les têtes des gens. Et c'est très facile à enlever dans les têtes des gens, c'est à travers des actions comme ça. Et la plus grande action dont les Maliens ont besoin, c'est surtout le courage du premier chef, le président de la transition. Et plus tard, le président de la République. Quand il est courageux, il s'assume au nom de la dignité nationale, de la souveraineté nationale, il prend son peuple comme complice. Wallah, je ne donne pas plus de 10 ans pour que le Mali emboîte les pas au Rwanda. D'accord. Et là, combien de temps il faut pour les élections? Bon, je n'anticipe pas sur ce que vont décider les assises, mais je suis sûr qu'il y aura un débat franc au niveau des assises, auquel nous allons participer, Inch'Allah, pour l'intérêt du Mali, pas pour l'intérêt de la France ni de quelconque, pour l'intérêt du Mali d'abord, et on dira aux autres, voici ce que les Maliens ont décidé. Chers frères, chers amis, aidez-nous dans cette logique. Les vrais amis vont s'exprimer, les girouettes vont continuer à faire la girouette, et le Mali avance. L'État du Mali se tue à expliquer éventuellement à la communauté internationale qu'il n'y a pas eu de contrat avec la société privée militaire Wagner. Mais dernièrement, on a vu le département d'État américain estimer qu'il y avait quasiment un contrat avec Wagner. Et dernièrement, on a entendu aussi 15 pays, 14 plus 1, des pays occidentaux, et plus le Canada, le confirmer. L'État a encore communiqué là-dessus que ce n'était pas une réalité. L'État demande la preuve. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, en réalité, si tu veux mon avis, en réalité, l'État n'a rien à prouver. Vous savez, c'est parce que tout simplement, il y a une culture de non-respect des États africains. Souvent, à la limite, certains pays comme la France vous posent des questions même indécentes et qui manquent de pudeur. De quel droit même on va demander à un État souverain pourquoi tu as signé un accord et un partenariat avec lui? De quel droit? Ça, c'est des pratiques malsaines, c'est indécent. Mais ce que je regrette, c'est la position de l'Allemagne. L'Allemagne, vous savez, l'Allemagne fait partie des grands partenaires de notre pays. Et l'Allemagne, normalement, même en termes de noblesse, ils sont plus nobles que certains pays européens aujourd'hui. Ils ne peuvent pas s'engager dans certaines choses sans comprendre. Ils ont les moyens. Ils auraient pu être détruits. L'Allemagne allait même disparaître de l'histoire. Avec la guerre froide. Mais aujourd'hui, ils se sont reconstitués parce qu'ils ont un peuple intelligent, très courageux, parce que très ambitieux. Sinon, normalement, avec la guerre froide, l'Allemagne n'avait rien à profiter. Aujourd'hui, ils sont sur le plan économique, sur le plan de développement, les maires en Europe. Qu'est-ce que l'Allemagne a comme intérêt à soutenir une France qui gesticule? Donc vous reprochez à l'Allemagne de suivre la France comme ça? Mais je ne reproche, elle n'a même pas intérêt là-dedans. L'Allemagne, le Canada, aucun d'eux n'a intérêt aujourd'hui avec la France. Dès lors que les peuples africains, le Mali a décidé de prendre son destin, aucun d'eux n'a un intérêt avec la France. Parce que tout ce qu'ils prennent avec la France les prend ici. Autant venir prendre ça directement avec nous, on se comprend. En bilatéral, quoi. Mais bien sûr, au Mali, c'est le bilatéralisme. Le multilatéralisme, on met ça de côté. C'est donnant-donnant. Vous venez, nous, on est aujourd'hui meurtris. On a fait 10 ans, on a suivi. Vous savez, c'est une des grosses erreurs, c'est qu'en 2012, on a accepté, mais ça aussi, le peuple dormait encore. On a accepté encore ces affaires de la CEDEAO avec la France. Donc, et c'est les mêmes gens à l'époque qui avaient donné des signaux pour dire qu'il faut que les choses changent. Donc, on n'a pas pu, le peuple ne s'est pas levé, donc ceux qui étaient là se sont sentis fragiles. Nos partis politiques sont divisés et tout le monde court vers la France pour voir quelle est la meilleure position par rapport à la France. Parce qu'on définit nos positions par rapport à la France et non par rapport à nos peuples. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous définissons nos positions par rapport à notre peuple. C'est le peuple la boussole. C'est ça les grands changements. D'accord. Donc, dernièrement, on a appris qu'il y a 1000 soldats tchadiens qui devaient venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous avez suivi, c'est un accord avec notre pays. C'est un accord, et c'est dans le cadre du bilatéralisme. Donc c'est tout à fait honorable de respecter.
Et je suis sûr que c'est organisé, c'est encadré. Et je sais que c'est dans un temps. Ce n'est pas mon domaine. Mais je me fie. Et je suis très d'ailleurs encouragé par cette réaction du gouvernement qui a rappelé qu'effectivement c'est dans le cadre d'une discussion bilatérale entre États pour répondre à un problème, parce que la nature a horreur du vide. L'autre qui n'a rien fait pendant des années est parti. Donc il faut, en attendant, définir des mécanismes bilatéraux respectueux, très corrects et propres, pour sauver notre pays, en attendant que nous remontons, parce qu'on va y arriver. Mais il y a certains Maliens qui vous regardent à cet instant, qui ne font pas confiance à ces soldats tchadiens, parce que le nouveau président tchadien est très proche du président français, dont certains Maliens se méfient beaucoup. Vous savez, tout dépend de nous. Moi, je demande aux Maliens et tout le monde d'arrêter même de dire ce qui peut penser les Tchad et autre chose. Revenons à nous-mêmes. C'est ce que nous aurons décidé pour nous-mêmes qui compte. Si on continue à dire, bon, j'attends ce que les autres vont faire, je ne suis pas sûr qu'ils iront dans les bons chemins. Ce n'est pas notre problème. Ce qui est important, c'est que nous avons compris. Notre problème, on a fait un bon diagnostic et on a nos propres solutions. On les impose et on impose le respect. Le monde nous aime. Ne pensez pas qu'on est en autarcie. On ne sera jamais isolé. Nous aimons le monde et tout le monde nous aime. Le monde a besoin de nous et nous avons besoin du monde. Donc certains peureux aujourd'hui, politiciens qui disent non, on va s'isoler, on ne peut pas affronter la CEDEAO, on ne peut pas affronter la France. Mais quel héritage de toute cette coopération? Faites le bilan. Vous les avez affrontés pendant des années, c'est pour quel bilan? Mais aujourd'hui, assumez-vous. Je vous assure, le seul truc dont les nations du monde ont besoin, c'est de voir que le Mali a définitivement levé sa tête et s'est assumé sa souveraineté. Ils vont tous venir individuellement ici. Tous venir ici. Et je vous dis qu'ils ne sont même pas partis. Et ils n'iront pas. Oui, effectivement. En parlant de départ, l'Allemagne avait dit dernièrement, si ça ne se passait pas très bien, les 1500 instructeurs allemands qui sont là, ils comptaient partir. Et à Barkhane aussi, qui, d'ici le 31 décembre, le président Macron doit dire ou pas si Barkhane doit rester au Mali ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Lorsqu'un dispositif a échoué, il n'y a pas de demi-mesure. Il les balaye dans sa totalité, le temps qu'il fasse lui-même son introspection, qu'il revoie leur position, mais tu ne peux pas dire une partie dégagée et concentrez-vous quelque part. Moi, mon souhait, si ça ne tient qu'à moi, c'est tout Barkhane qui s'en va. Le temps que la France et le Mali revoient le futur cadre d'une coopération plus décente, plus bilatérale, respectueuse, et vraiment une coopération valorisante. Parce que notre coopération avec la France est une coopération avilissante. La France a trop infantilisé notre pays et même les peuples africains. Vous voyez, on appelle des présidents comme des préfets. Quand ils savent qu'il y a des problèmes, il y a un président récalcitrant. Avant-hier, leur grand France-Afrique, c'est des jeunes, des sociétés civiles, des jeunes qu'on appelle pour dire ça. Mais tous, c'est des incites. Et puis même ça, de quel droit la France même a d'inviter la société civile malienne sans l'accord du gouvernement du Mali? Parce que moi, à l'époque, si j'étais ministre des Affaires ou autre chose, ces jeunes gens-là, ils viennent directement, je les appelle, je les réunis et je leur fais la leçon de morale. Pour dire respectez votre pays. Vous partez sans l'accord de votre pays. Parce qu'il faut d'abord réformer les Maliens. Il faut que nos plus hautes autorités, heureusement on est en train de développer les légitimités traditionnelles, peut-être qu'il y aura une grande décision dans ce domaine, peut-être qu'ils vont faire ce travail. Il faut développer la moralité et la conscience des Maliens. Ce n'est pas parce que la France m'invite dans un cadre comme ça, ou n'importe quel pays que je pars, sans l'accord de mon pays. Non. Quelqu'un me dit on nous a appelés en Italie ou autre. Non, je n'irai pas si mon pays n'est pas d'accord. Dans un cadre comme ça, sauf si c'est un voyage privé. Le voyage privé, il est normal, tu vas là où tu veux pour te soigner, chercher tes affaires, acheter des choses. Mais quand on t'appelle pour parler du Mali, il faut d'abord vérifier si ton pays, ça les valorise. Donc vous avez été choqué de voir ça. Même en temps normal, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde était choqué. Même si certains se sont bien défendus face à un jeune comme eux, président. Donc voilà, c'est ça les choses qu'il faut corriger aujourd'hui. Que pensez-vous des relations entre l'Algérie et le Mali? Vous leur faites confiance? Vous savez, l'Algérie, je vais qualifier l'Algérie de ce que Sékou Touré a dit de la Guinée. L'Algérie et le Mali, c'est deux poumons dans un même corps.
l'Algérie et le Mali, ça a été toujours le bilatéralisme. Mais malheureusement, l'Algérie a le même ennemi que le Mali. Le principal ennemi de l'Algérie est le principal ennemi du Mali. Et l'avantage, c'est que l'Algérie s'est assumée. Ils ont imposé le respect. Ils sont plus armés sur le plan aérien que la France. Les respects entre les États s'imposent par les rapports de force. Vous pensez que demain, aujourd'hui, si demain, il y a des images claires, vérifiables, que notre flotte aérienne et militaire est renforcée de plus de 16 avions de chasse, mais c'est fini. Mais il n'y a plus de rébellion. Il n'y a plus de terrorisme. La France va nous respecter. Aujourd'hui, les Maliens doivent abandonner tout ce qu'ils ont pour renforcer l'armée, pour renforcer l'aviation militaire. Nous avons, demain, si on commence seulement à exploiter notre uranium ici, et que dans 3 semaines, 4 semaines, même par mensonge, un de vos médias dit seulement qu'on est en train de construire, on est rentré dans le nucléaire, on fabrique une bombe. Wallah, ils vont tous nous respecter, même si c'est le mensonge. Mais la guerre froide, qu'est-ce qui a équilibré les rapports entre les États-Unis, les blocs de l'Ouest et les blocs de l'Est? C'est lorsque la Russie a informé qu'elle a disposé également d'une bombe, c'est là qu'il y a eu l'équilibre. Donc ne cherchez pas l'équilibre entre les États en dehors des rapports de force. La France l'a compris, elle a censuré notre défense. Tout ce qu'on avait comme matériel militaire hérité de la Russie a été détruit. Une fois qu'un tombe en panne, on ne le répare jamais. Finalement, on n'a même plus de munitions. Mais le pays a gêné. Mais fort heureusement, je crois qu'aujourd'hui, à l'instant T, sans me tromper, je ne suis pas le ministre de la Défense, sans me tromper, je crois que ces problèmes sont réglés au moins à 70%. Vous voulez parler des milliers de tonnes de matériel militaire qui sont arrivés dernièrement? Tout ça, là. Aujourd'hui, là, avec le nombre d'avions qu'on a seulement, je peux vous assurer qu'il ne peut même pas y avoir de rébellion. Que les Maliens se tranquillisent. D'accord. Et les relations avec le Niger? Dernièrement, on a vu le président nigérien Mohamed Bazoum, qui très souvent parle du Mali, et ça ne plaît pas du tout aux Maliens. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'ai pris Dieu qu'il inspire à Bazoum un bon chemin. Il n'est pas dans la bonne direction. Parce que Bazoum, vraiment, je ne souhaite pas qu'il déçoive les Nigériens. Parce que nous, ça nous a inspiré. Parce que moi, quand j'ai vu Bazoum, ça m'a donné espoir de devenir président un jour au Mali. Une minorité comme Bazoum, les Nigériens t'ont adopté dans leur diversité, qu'ils soient Zarma, qu'ils soient... Quelles sont les autres ethnies? Hausa et tous les autres. Ils t'ont adopté, ils t'ont fait confiance. Tu es devenu président alors que tu appartiens à une minorité. Mais j'ai prie Allah qu'il ne les déçoive pas. J'ai prie Allah également qu'il ne choisisse pas, qu'ils ne suivent pas les erreurs que nos peuples ont commis ici au Mali et nos dirigeants au Mali. Et qu'ils s'assument et qu'ils aient le courage, parce que ce n'est pas la France qui les maintient là-bas. C'est le peuple nigérien qui les maintient là-bas et il doit agir dans l'intérêt du peuple nigérien. Je ne peux pas en dire plus, je le respecte, parce que c'est un chef d'État. C'est ça aussi notre culture. On n'insulte pas les chefs d'État de cette façon, sauf celui qui est parti trop loin. Et ça, c'est le cas de la France, on ne se gênera pas si cela est nécessaire. Mais on ne le fera pas. D'ailleurs, notre chef d'État l'a invité. Par rapport à cette invitation, j'ai vu des jeunes, effectivement très énervés, qui voulaient réagir. Personnellement, je les ai appelés pour leur dire, bon, n'oubliez pas une chose, que c'est le président de notre pays qui l'a invité, qui a accepté qu'il vienne dîner avec ses troupes. Donc, calmez-vous. Le président, c'est nous. Recevez l'accueil, hospitalité que notre président a souhaité. Parce que c'est lui qui lui a dit venir, ce n'est pas un problème. Qu'il vienne dans les cadres que notre président a dit, parce que c'est ça le Mali. Je ne peux pas inviter quelqu'un dans ma famille et que mes enfants les jettent avec des cailloux. Je leur ai dit, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Il faut que le Mali donne la bonne image et les leçons sur tous les fronts. Parce que ça va être de ça que notre salut va arriver. D'accord. Dernièrement, beaucoup de jeunes Africains, Burkinabés, Nigériens ont attaqué un convoi français. Alors, ils pensaient que c'était les armes qui avaient pour destination une rébellion ou bien des terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous dire qu'ils n'ont pas tort. Hein. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas du tout tort. Ils ont raison de bloquer ces armes parce que ça rentre dans le même chapitre. Des armes qui n'apportent pas la paix, il faut les retourner.
des armes qui ne réduisent pas l'hémorragie, l'écoulement du sang des Africains, des Maliens en particulier, il faut les retourner. On n'en a plus besoin. Aujourd'hui, toutes les armes doivent venir, doivent passer par nous. En tout cas, si elles viennent au Mali, qu'on sache à quelle fin, à quelle destination. Mais des cargaisons, des conteneurs comme ça, camouflés, qui vont, qui traversent, on ne sait pas où ça va et on ne voit pas l'impact, on n'est plus d'accord avec ça. Et félicitations aux Burkinabés qui ont compris ça. Et les bloquer, ils n'ont qu'à continuer à les bloquer. Tout conteneur qui n'est pas destiné à des bons faits, qui ne contribue pas à arrêter l'hémorragie des Maliens, on n'en a pas besoin. Tout conteneur qui n'a pas un impact sur le renforcement de la montée en puissance de notre armée nationale, on n'en a pas besoin. Donc ils ont raison, ils n'ont qu'à continuer à les bloquer. L'accord d'Algérie n'avance plus beaucoup ces temps-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? L'accord d'Algérie souffre toujours des difficultés dont il a souffert sous l'ancien système. Les difficultés, c'est quoi? C'est les grands paradoxes et les incohérences dans sa mise en œuvre. Je vous explique. D'abord, il faut remercier Dieu qui a eu cet accord-là, même si chacun y a enterré quelque part son diable. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez ce que j'ai dit? La France y a enterré son diable. D'autres y ont enterré son diable. Moi, je ne prends l'exemple que sur la France. Les autres, devinez-les comme vous voulez. Donc, cet accord-là est venu avec beaucoup d'incohérences qui ont été plus ou moins acceptées par les autorités du passé parce qu'elles sont très faibles. La première chose, quand vous dites désarmer, comment vous allez expliquer que dans un processus de désarmement, d'un côté vous dites désarmer, et de l'autre côté la France, elle encourage des communautés à s'armer pour devenir des supplétifs à Barkhane pour entretenir des guerres civiles. C'est arrivé malheureusement avec les Doussar. C'est arrivé avec les Imrad. C'est arrivé avec des Pels. Ils ont même tenté ça avec moi. J'ai refusé. Dans ma zone. Comment vous allez expliquer ces paradoxes? D'un côté, on dit aux gens, désarmement pour constituer une armée nationale solide. Et de l'autre côté, vous dites aux autres, pour que vous existiez, pour que vous ayez une place dans ce processus, armez-vous, aidez-nous à combattre le terrorisme. Et malheureusement, Ibeka et tout ce qui était là à l'époque, parce que l'accord, on ne peut parler que d'un seul chef d'État, c'est Ibeka. Et malheureusement, Ibeka a laissé faire. Et l'armée qui est là, l'armée ne gère pas les politiques. Elle obéit. Les politiques ont dit, allez-y comme ça, pour faire la guerre aux terroristes. Nous encourageons telle communauté à s'armer qui accepte, telle à s'armer. Ces communautés, malheureusement, sont mal encadrées. Sont encadrées souvent par des jeunes inexpérimentés, assoiffés du pouvoir, qui pour la plupart sont même formatés par les Français. Et on a eu les conséquences qu'on a vécues. Et malheureusement, Ibeka n'a pas su arrêter ça. Il aurait dit simplement, Barkhane, vous êtes seul responsable de la guerre contre le terrorisme. Vous avez une obligation de résultat. Les communautés, les mouvements, vous avez une obligation de désarmer. Vous désarmez, on construit une armée nationale malienne. La MINUSMA, elle est plus forte que les mouvements. Elle ne s'est pas gênée de dire que sa mission n'est pas de combattre le terrorisme. Elle dit qu'elle est là pour le maintien de la paix. Elle le dit tous les jours. Quand on leur dit pourquoi on nous attaque à côté, vous ne venez pas. Ils disent non, ce n'est pas leur mission. Et vous savez pourquoi ce n'est pas sa mission? Parce qu'en fait, elle est déléguée à Barkhane qui a son agenda à l'intérieur de cette mission. Donc ne viens pas te mêler dans ma sauce parce que j'ai quelque chose à faire. Mais il est temps qu'on sorte de ça. Donc l'un des paradoxes de l'accord d'Alger, c'est ça. C'est qu'on dit qu'il faut désarmer et en même temps, on encourage des communautés à s'armer pour faire la guerre des terroristes. Ça doit s'arrêter. Quand des mouvements armés, que ce soit la SEMA, généralement c'est des discours qui viennent de la SEMA. Et maintenant je vois que les MSA, les Gacha, on dit nous sécurisons les populations. Excusez-moi de le dire, mais ce n'est pas normal. C'est faux. Ce ne sont pas vos populations. C'est les populations maliennes. Elles appartiennent à l'État. Vous êtes une population. Une population n'est pas faite pour faire la guerre. Si vous voulez sécuriser les populations, désarmer les processus ouverts. L'armée malienne, le gouvernement du Mali a donné 13 000 pour cette année. Il attend juste qu'on fasse la répartition des quotas. Vos enfants rentrent dans l'armée nationale. Ils seront mieux équipés, mieux formés pour défendre le Mali. C'est là qu'il y a les incohérences. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez le Mali, vous voulez défendre le Mali et continuer à dire qu'au nom des populations, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette chose-là? Mais c'est le désordre. Une population ne sécurise pas. Une population, elle est faite pour faire de l'élevage, pour faire de l'agriculture, pour aller faire du commerce. Elle n'est pas faite pour transporter des armes, chercher des bandits. C'est ça le paradoxe. Et l'autre problème auquel j'en veux,
Il est trop tôt pour moi pour dire que nos autorités n'ont pas fait là-dedans parce que je vois des signaux positifs. Il ne faut pas garder le silence en tant qu'État qui se respecte et qui veut qu'on respecte. Sur des comportements incohérents comme ça, il ne faut pas garder le silence très longtemps. Il faut arrêter ça, dire non, on n'est pas d'accord. Votre mission n'est pas de sécuriser. C'est le cas du CSP. Se balade avec 70 véhicules, pick-up, 100 véhicules pour impressionner. Mais vous savez, aujourd'hui, même 400 véhicules, ça n'impressionne pas l'armée malienne. Alors, le CSP, on allait rentrer dedans. Vous pouvez expliquer un peu le CSP, c'est quoi pour les gens qui savent? Bon, d'abord, j'ai terminé sur ça. J'ai dit aujourd'hui, même avec 400 pick-up, on ne peut pas impressionner l'armée malienne. 400 pick-up, pour chaque 100 pick-up, un avion suffit. En 40 minutes, le combat est fini. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les populations ne sont pas d'accord avec ça. Les populations ne sont pas d'accord avec ces caravanes de 400 véhicules, 100 véhicules. Les populations sont prises en otage. Et malheureusement, elles sont victimes souvent du silence de l'État dans certaines situations qui ne manifestent pas, où elles ont l'impression que l'État même pense que ça ne peut pas se faire sans la SEMA ou autre chose. Parce qu'il y a quelque part, il faut travailler à régler les frustrations. C'est pourquoi j'ai dit, moi je ne porte pas un jugement sur la Gigam. Il n'a pas fait une déclaration contre le Mali. Et le gouvernement du Mali également n'a fait aucun communiqué pour déplorer ce qu'il est en train de faire. Pourtant, c'est un général de l'armée. Il est dans son jetia. Tous ces militaires qui sont avec lui émargent tous au budget d'État. Et ça continue. Donc, je n'ai pas à m'exprimer sur cette situation. Mais ce que je regrette tout simplement, c'est que jusqu'à maintenant, l'État ne s'est pas exprimé sur cette situation. Sur la situation de Gamou. Voilà. Si elle ne convient pas à l'État, que l'État assume pour dire non, ça doit s'arrêter. Ou s'il ne faut pas comme ça, qu'il considère qu'aussi, parce qu'il y a un aspect, il y a la question des frustrations. Parce que je vous ai dit, il y a des Maliens qui n'ont pas compris jusqu'à maintenant que le changement est positif. Parce que les Al-Hajj, a eu beaucoup d'autres gens. Effectivement, chacun d'eux, quand tu parles avec, va te dire que j'ai eu des frustrations. Mais c'est avant. Ces frustrations, c'est quoi? Même moi qui suis avec vous, je ne suis pas à l'abri de frustrations. Je ne suis pas à l'abri de frustrations. Mais chacun a sa façon de gérer ses frustrations. Les gens pensent que plus tu es républicain, plus tu meurs pour la nation malienne, plus les autorités t'oublient et ils vont courir après l'autre. Les capricieux, c'est lui qui tape souvent, c'est lui qui insulte ou c'est lui qui tue. Ils ont plus de valeur, ils sont plus courtisés que ceux-là qui ont fait les sacrifices ultimes pour la République. Très souvent, ils sont oubliés, ils sont maltraités, ils sont inconsidérés. Bon, il y a cette frustration. Oui, mais le général Gamou fait quoi exactement pour que ça puisse interpeller l'État? Il fait quoi exactement? Vous parlez de il fait quoi? C'est quoi exactement? Bon, c'est-à-dire que c'est le fait qu'il s'est associé à une caravane du CSP que le gouvernement ne soutient pas. Parce que le gouvernement, ouvertement, d'abord pour comprendre l'histoire, au début, le CSP c'est une affaire d'aider dans le cadre de la migration, des migrants. Les projets même du CSP là, avec les Italiens est né dans le ministère des Relations extérieures. Donc pour une affaire de migrants, chercher de l'argent contre la migration et tout ça. Donc ces notabilités-là sont parties en Italie, c'est responsable de moi. Quand ils sont revenus, le gouvernement, qui n'était pas tout à fait d'accord avec des déplacements à l'extérieur pour parler de ces questions, n'est pas parti. Mais ils les ont attendus. Quand ils sont revenus, ils ont échangé avec le gouvernement. Le gouvernement leur a expliqué que le CSP pourrait nous intéresser à condition que ce soit une plateforme des communautés. Nous sommes en décentralisation. Une plateforme des communautés qui veulent trouver des financements pour des projets communautaires, du genre les puits, les eaux, les écoles et tout, dans un cadre de purement coopération décentralisée. L'État peut encourager l'Italie à donner de l'argent au CSP en tant qu'une plateforme communautaire pour faire ça, ça renforce l'État. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, que vous, puisque vous voulez que l'État s'implique, que vous acceptez que ça soit inclusif. Ça ne peut pas être ouvert à des mouvements et fermé à d'autres. Donc ça, c'était les deux conditions de l'État. Et le ministre n'a pas caché, le ministre Ouagué n'a pas caché que la réunion de Kidal, c'est le gouvernement qui l'a financé pour encourager tout ça. Alors, après la réunion de Kidal, la SEMA est revenue à Bamako, et c'est là que la SEMA a commencé à poser des conditions incohérentes qui ne vont pas dans l'esprit du gouvernement, qui représente le Mali des Cailles jusqu'à Kidal, qui représente tous les mouvements et tout le monde. Donc le gouvernement a dit, écoutez, si cette affaire-là, vous voulez la faire une affaire personnelle à vous, le gouvernement ne peut pas aller dans ces choses-là. Le gouvernement, d'abord, premièrement, il doit avoir un regard sur tout ça. Et deuxièmement, il doit pouvoir laisser ça ouvert à tous vos semblables. Donc ça n'a pas pris à la SEMA. Et ils ont cherché maintenant des personnes, des individus pour voir les affinités, pour mettre quelque chose contre la volonté du gouvernement. Alors c'est à partir de cet instant
qu'un grand républicain, un patriote comme Alhaji Gamou, devait prendre ses distances. C'est à partir de cet instant où ça a pris une autre direction, il devait prendre ses distances, comme moi, comme d'autres. Maintenant, est-ce que l'État a appelé pour lui demander pourquoi il a fait ça? Parce que moi, je suis convaincu que contrairement à ce que les gens se disent, rébellion, Alhaji ne va pas tirer sur le Mali. Parce que je connais Alhaji. Parce que tout simplement, tout Alhaji est là à Bamako. Mais, et vous dire une chose, Alhaji n'existe pas sans Assari de Gambarkawan. Alhaji n'existe pas sans Aklini de Mahmoud. Alhaji n'existe pas sans l'ancien ministre Hassan Ahmed Moussa. Si vous voulez, Alhaji n'existe pas sans moi-même. Donc chacun a une famille quelque part. Toute la famille d'Alhaji est là. S'il est en train de gérer une frustration, il y a des personnes qui sont chargées de voir cette frustration, c'est quoi? D'abord, à commencer par sa famille. Et plus l'État qui a la responsabilité de réconcilier les Maliens. Est-ce que vous voyez? Donc je crois que c'est ça qu'il faut exploiter et arrêter de donner des échos à quelque chose. Il y aura une rébellion, il y aura ceci. Je ne dis pas que certains ne méritent pas ce souhait, mais ce n'est même plus possible dans notre pays. Aujourd'hui, à l'allure où on est en train de nous organiser, premièrement, les populations ne sont même plus partantes dans ce schéma. Les populations en ont ras-le-bol. Les jours où on va leur dire de faire la guerre, tu verras qu'il n'y aura pas de guerre. Aujourd'hui, nos priorités, c'est quoi? Là où le gouvernement a faibli, c'est lorsque le gouvernement a déclaré qu'il a 13 000 personnes dans le cadre de l'accord. Il aura dû organiser cette réunion scientifique-là, pour faire les calculs des quotas, dire à la SEMA, voici ton quota, la plateforme, voici ton quota, les mouvements de l'inclusivité, voici ton quota, parce que c'est un calcul mathématique. Il y a une jurisprudence, il y a déjà eu des intégrations. Vous savez ce que chacun y. Vous donnez maintenant 13 000, c'est une règle de 3, même un enfant de la 6e année peut faire du travail. Vous dites, vous fixez les caps, date, nous commençons tel jour. Mais celui qui ne vient pas, il s'auto-explique. Mais quand vous n'agissez pas dans ce sens, vous allez créer de la confusion chez des populations, chez des combattants bien engagés dans la paix, qui vont penser que finalement vous ne les respectez pas. Si vous vous faites bloquer parce que la SEMA n'est pas venue, c'est que vous ne respectez pas. Vous pensez qu'elle a des monopoles, vous la valorisez, et vous le faites même campagne dans nos populations comme ça. Donc ça, c'est là que je dis que l'État doit agir très rapidement pour avancer sur ces questions. Maintenant, l'intégration, le gouvernement a annoncé l'intégration de 2000 personnes. Mais ça, c'est à encourager. Parce que ça permet de réduire la circulation des armes et ça permet également d'éviter que ceux qui sont pris en otage, parce qu'ils attendent l'accord, se libèrent et qu'ils amènent les armes. C'est à encourager. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit compris comme étant un mécanisme pour saboter l'accord d'Alger. Parce que l'accord d'Alger, je vous l'ai dit, on n'a pas intérêt à les saboter. Nous avons plutôt l'intérêt et même l'obligation d'appliquer là-dedans très rapidement ce qui peut être appliqué et de tourner la page. D'accord, une application intelligente. D'accord. Donc tout à l'heure, on parlait du CSP. Le CSP, ça veut dire cadre stratégique permanent, pour ceux qui ne le savent pas. Donc maintenant, on va aller très rapidement. Je vais en venir au CSP. Je n'ai pas fini avec le CSP. Il faut comprendre d'abord qui est au CSP. D'accord, donc on peut y aller rapidement. Oui, très rapidement. Le CSP. Le CSP, les gens se disent, c'est ma plateforme. Le CSP, c'est essentiellement la SEMA. 90% du CSP, c'est la SEMA. Ah bon? Les 10%, c'est les Gacha et les MSA. Gacha est de la plateforme. Vous avez la grande majorité de la plateforme qui est dirigée par deux grands signataires, les professeurs Ahmed Ousidi Mohamed et Maître Harouna Touré qui est ministre, qui sont là et qui ne sont pas au CSP. Et je peux vous assurer aussi que ce n'est pas n'importe quelle branche de la plateforme. Donc ça aussi, c'est des choses, c'est des équivoques qu'il faut lever. Et pourtant, ces gens-là, je peux vous dire qu'il ne faut pas penser qu'ils ne sont pas frustrés aussi. Mais ils ne vont jamais aller dans ce genre d'aventure. Tous les Maliens en réalité sont frustrés. Tout le monde ne veut pas avoir tout ce que tu veux. Mais la seule différence, c'est que certains républicains, très convaincus, même si tu es frustré, tu mets au-dessus l'intérêt national. Parce que donne aussi le temps de l'autre, peut-être de te revenir. Tout ne peut pas se régler en même temps. Les gens n'ont pas le même tempérament. Mais je dis, tout ça, il y a une pédagogie. Et le temps règle tout. Il faut qu'il y ait de la communication avec tout le monde. Et il faut que chacun soit conforté dans sa position par rapport à ce qu'il fait réellement. Sinon, je peux vous assurer aujourd'hui que la population de Ménaka n'est pas avec le CSP. Ça, je vous l'ai dit.
Et le fait que le gouvernement également est silencieux et n'avance pas sur les questions de l'accord, parce que tout simplement la SEMA n'est pas venue, ce n'est pas une bonne chose, il faut qu'on avance. Kidal, avant-hier, ils ont marché pour demander leurs enseignants. Oui. Les grandes notabilités de Kidal sont là. Donc je dis, il faut que... Et l'autre problème par rapport à cet accord, auquel on doit mettre fin, on ne peut pas fricoter. D'un côté, on dit qu'on combat des séparatistes, et de l'autre côté, on fricote avec des narcotrafiquants. Parce que je vais vous dire une chose, entre les séparatistes et les trafiquants, il y a toujours une passerelle. On ne peut pas combattre un et laisser l'autre. Ça, c'est une chose c'est impossible. C'est impossible de dire que le narcotrafiquant, il a un canal, il a une audience au niveau de l'État central, et dire que tu vas combattre la rébellion. Non. L'État doit avoir un regard intelligent sur ces aspects. Je ne dis pas qu'ils sont au même niveau, au même degré de dangerosité ou autre chose, parce que de façon ou l'autre, il fait son commerce. Il est narcotrafiquant tant qu'on ne l'a pas pris. Mais au moins, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont à la SEMA, qui sont obligés d'être à la SEMA parce que tout simplement, quelque part, leur cargaison se rencontre quelque part. Mais c'est ça, il faut comprendre ça. Il faut que les Maliens comprennent et il faut que le gouvernement qui est chargé de coordonner ça comprenne ça. Et adapte la sociologie et la psychologie pour gérer ça. Il y a des gens qui ont envie de dire tout simplement, ils ne sont pas d'accord sur un point de vue idéologique. Il y a des gens qui vont vous dire, qui ont envie de dire que la SEMA n'est pas bonne, mais ils ne peuvent pas le dire, bien qu'ils ne sont pas d'accord avec elle idéologiquement, mais politiquement, mais ils ne peuvent pas le dire simplement parce que quelque part demain ou après-demain, leur cargaison va se côtoyer quelque part. Maintenant, c'est à l'État de gérer tout ça dans son intelligence pour amener toute cette catégorie d'acteurs-là dans le cadre de la République. Parce qu'une République, c'est tout. Vous avez les imams, vous avez les sorciers, vous avez les diables, vous avez les voleurs, vous avez tout le monde. C'est ce qui fait une république. Et c'est d'ailleurs ce qui fait sa beauté d'ailleurs. Sinon la société ne va pas fonctionner. D'accord. Et tout ça, le régulateur principal, c'est l'État en bonne intelligence qui doit réguler tout ça, de façon à ce que vraiment l'État s'en sorte. D'accord, donc très rapidement, il me reste juste une dizaine de minutes maintenant. La CEDEAO se propose de sanctionner le Mali dès le 1er janvier 2022. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois que la dernière visite du médiateur de la CEDEAO, de mon point de vue, est concrètement assez clair, contrairement à ce que beaucoup de gens... Moi, elle me rassure. Elle me rassure en ce sens que je crois que la CEDEAO elle-même est en train de comprendre qu'il ne faut pas aller dans une dynamique de va-t-en-guerre. Ils voient les réalités auxquelles le Mali fait face. Ils voient les réalités auxquelles les dirigeants font face. Je crois qu'ils ont compris que nous n'avons pas peur d'aller aux élections. On a un pays qui est à terre. On a un pays dans le désespoir, on a un pays qui est à genoux. Et que c'est à nous et à nous seuls, à travers notre intelligence, le mécanisme endogène, de les sauver. Je crois qu'ils ont compris ça. Ils ont demandé un calendrier. Absolument. Ils ont demandé un calendrier et ils vont l'avoir, ce calendrier. Et je suis sûr et certain que ce calendrier va être très cohérent. Ils vont comprendre qu'il est fait par des gens qui n'ont pas besoin de s'éterniser au pouvoir, mais qui veulent juste sauver un pays que ses partenaires... Oui, mais il y a un problème sur le délai, parce que nous... l'État veut leur proposer le calendrier d'ici fin janvier 2022 et eux ils le veulent en fin décembre 2021. C'est gérable, ils sont pas naïfs. Nous on finit nos assises les 30, bah oui, c'est ça. Nos décisions sont liées à ça, c'est des pressions. Nous on ne va pas trahir nos engagements. Tu ne peux pas, pendant que tu connais déjà mes deadlines, tu me dis de faire quelque chose avant, c'est que quelque part tu ne me respectes pas. Bah oui, mais les engagements, si on ne les trahit pas, le premier engagement c'était février 2022, c'est ça. C'est ce qu'ils vont dire. De toute façon, le calendrier officiel, tout le monde connaît des assises et on ne pourra rien décider sans les assises. Maintenant, le chronogramme électoral, il est technique. Il est technique, c'est sûr qu'en termes d'activité, en termes de responsabilité, en termes de mécanisme, c'est sûr qu'il est même déjà élaboré ou il est connu. Il reste juste à mettre les dates. Et les dates, on ne peut pas les afficher tant que les assises n'ont pas penché là-dessus. C'est une décision qui doit venir du peuple. D'accord. Les assises nationales sont en cours. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se passe bien, ça se Moi, je crois que vraiment, les assises se sont très bien passées, de façon globale. Même les partis, les cadres d'échange des partis pour une transition réussie, ils ont fait des propositions. Même s'ils ne viennent pas, moi j'ai des propositions sous mes yeux. On est en train d'examiner les propositions, ils ont dit ce qu'ils veulent. Maintenant, ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire que tu dis ce que tu veux, tu donnes ton proposition, le peuple va décider. Et je suis sûr et certain que ce que le peuple va décider, que ce soit une partie de ce qu'ils ont proposé,
ou ce que l'autre, ils vont s'aligner à ça. Parce que comme je t'ai dit, c'est un cadre d'échange des partis réussi. Il y en a parmi ces chefs de partis politiques-là qui sont convaincus des réalités et qui sont très patriotes, très engagés pour le pays et qui sont même présidentiels. C'est pourquoi il faut continuer à parler avec eux pour qu'ils soient plus rassurés, pour qu'ils comprennent qu'effectivement on est dans la logique du changement. Je vais revenir à la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO est un instrument qu'on ne contrôle pas, même l'Union africaine. Dans la perspective de recouvrer notre indépendance, il faut que la CEDEAO même soit réformée. Il faut qu'elle soit souveraine. La CEDEAO ne gère même pas ses ressources. C'est la France, l'Union européenne qui la finance par supervision. Mais il y a ce qu'on appelle les défenses de souveraineté. Quelqu'un d'autre ne peut pas les assurer et dire qu'il est souverain. Mais ça ne peut pas marcher. C'est clair. Ça ne peut pas marcher. Si quelqu'un d'autre finance ton le condiment. Mais putain, ça ne peut pas marcher. J'ai dit la CEDEAO doit commencer par ça. Si elle est vraiment panafricaniste, elle est africaine, elle commence par là. Elle dit bon, les chefs d'État nous sont là. À partir de 2022, on n'a plus besoin d'un COFEC pour notre financement. Parce qu'ils sont en train de prétendre avoir un siège aux Nations Unies. Les Turcs Erdogan en train de les défendre et bien d'autres. Mais vous ne l'aurez jamais tant que vous êtes des bambins des laquais de la France qui vous représentent là-bas. Moi, je souhaite qu'en janvier déjà que les États africains se réunissent pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, la France, l'Union européenne, on n'a plus besoin d'un COPEC pour financer et la CEDEAO et l'Union africaine, on s'assume pleinement notre souveraineté. Ouais. Mais un État dont les élections sont financées, les élections, c'est une activité de souveraineté nationale. Tu ne peux pas la lier au financement de notre État. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est des comportements que nous devons encourager si on veut vraiment imposer le respect. L'autre aspect sur lequel je vais pencher. Aujourd'hui, il y a des mines qui sont ouvertes à ciel ouvert, qui sont exploitées anarchiquement. Vous avez des Indiens, des Pakistanais, des Tchadiens, de n'importe quoi, des mouvements armés de tous bords. Et ça alimente même l'insécurité. Aujourd'hui, il est extrêmement urgent que l'État engage des partenariats sérieux, gagnant-gagnant, avec des partenaires qui sont capables. Et le premier partenaire doit être la communauté elle-même. L'État n'a qu'à approcher les communautés qui exploitent les mines à Kidal et dans les Gourma pour dire, bon, écoutez, les ressources vous appartiennent à l'État malien. Ça a besoin d'être organisé. Si vous avez les moyens de les exploiter, organisés en société, il y aura un partenariat clair en tant que société avec votre pays. Vous gagnez ce que vous gagnez, l'État gagne ce qu'il gagne. On déblaye, on nettoie, on sort là. On n'a pas besoin d'amener des milices, des armes armées, créer tout un multipôle. Ça, l'État doit arrêter ça rapidement. Même s'il faut signer un autre contrat avec les risques dans lesquels nous gagnons, pour que ces communautés-là acceptent ce format, que tout le monde soit dans cette dynamique, pour que nous maîtrisions nos ressources minières. Et ce n'est pas la mer à boire. Hein. Il suffit d'en avoir l'initiative, tout le monde va aller dans ce sens, parce que ces ressources-là nous échappent. Oui. Les ressources de Gourma échappent à Gao. Tel que c'est exploité aujourd'hui, on ne peut pas faire un puits là-dedans, on ne peut pas faire une école là-dedans, on ne peut pas faire un CESCOM là-dedans. Mais on ne va pas laisser ça continuer à vie. Absolument. Donc ça, c'est des aspects très épineux sur lesquels l'État doit pencher, quoi. Et dernière question, pour ma part, hein, Moussa Konaté, peut-être qu'il va avoir une question. Non, vous êtes le président des mouvements de l'inclusivité, le secrétaire général de la... Ce mouvement, comment il se comporte aujourd'hui? Comment il se porte? Oui, en fait, aujourd'hui, ce mouvement, c'est le seul qui est vraiment inscrit dans la logique de la construction de la paix. Véritablement, sans aucune incohérence. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, même nous gérons des frustrations. Ce mouvement aujourd'hui, qui est aussi puissant sur le terrain, qui est signataire de l'accord, souvent, tous les militants de ce mouvement me harcèlent au téléphone pour dire que bon, nous avons l'impression que l'État nous respecte. D'abord, on n'a pas eu de ministre au gouvernement. D'abord, c'est bon, on est bien représenté au CNT, mais les gens se disent on a été négligé. D'abord, vous avez combien de personnes au CNT? Vous avez les panels là. Vous avez combien de personnes au CNT? Au niveau, nous sommes 3 au CNT. 3 au CNT. Ouais. Là, on est bien représenté à ce niveau. Mais pas de ministre. Non, pas de ministre. Alors que le travail, c'est le gouvernement. Si on veut que tu aides ton pays aujourd'hui à se relever, ça se joue dans l'équipe gouvernementale. Le CNT, tout le monde sait ce que nous faisons là-bas, nous sommes un parlement. Et là, je crois que nous faisons ce que nous devons faire. Donc, à ce niveau, les mouvements de l'activité aujourd'hui, quand vous parlez avec beaucoup, ils vous disent aussi de la frustration. Mais fort heureusement, ça ne nous amène pas à nous aligner avec X ou Y. Nous continuons à expliquer qu'il y a des mécanismes qui peuvent décourager même les plus grands des républicains, les plus grands de ceux qui croient à la nation. Par exemple, notre panel qui est mis en place. Je vais vous surprendre, ils ne nous ont pas réussi encore. Ils nous ont pas, pourtant, c'est
c'est un mouvement, un grand mouvement qui est signataire de l'accord d'Alger, qui est engagé dans le processus. Je le dis haut et fort qu'ils l'entendent, le panel ne nous a pas reçus. Et au moment où je parle, je ne sais même pas s'il y a des cas d'invitation. Parce qu'ils sont endormis, quoi. Pour eux, dès qu'on dit la CEMA, ils ont oublié les autres. Et c'est ça le malheur dans ce pays. Il ne faut pas oublier les Maliens. Particulièrement ceux qui se mouillent 10 fois par 10 pour les Mali. C'est une culture. Mais nous comprenons qu'avec le temps, ça va changer. Avec le temps, le Malien convaincu de son engagement pour la patrie va être mis en valeur. Et ça commence déjà. Et je peux vous assurer, sans me tromper, que le président de la transition, chef de l'État aujourd'hui, ne travaille que pour la dignité du Mali. À l'instant où je parle, il ne travaille que pour la dignité du Mali et les défis sont énormes. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est une mobilisation croissante, agissante et qui évolue tous les jours du peuple. Tous les jours, c'est ça. On n'a pas d'autre secret. Après Allah subhanahu wa ta'ala, sur lequel seul nous comptons, nous n'avons que le peuple. Le peuple ne doit pas être distrait. Il doit demeurer la boussole. C'est ça qui est important pour nous aujourd'hui.